Alors, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Gabriel Zalapi, bonsoir Michel Laya. C'est une 341e rencontre Vlil. Et on reçoit ces deux auteurs pour une rencontre croisée, même si les deux ouvrages de prime abord pourraient ne pas se ressembler, mais finalement, ils se ressemblent un petit peu. Hilaria ou le Conquête de la désobéissance, aux éditions Zoé, évidemment, et Michel Laya pour Deux filles, toujours pareil, aux éditions Zoé, une maison d'édition qu'on suit déjà depuis quelques temps, basée en Suisse. Et on embrasse d'ailleurs Caroline Couteau, l'éditrice, qui fait un travail formidable depuis de nombreuses années. Alors, bonsoir à tous les deux. Je suis ravi de vous rencontrer, notamment à travers ces deux ouvrages qui m'ont fasciné et bouleversé. J'aimerais tout d'abord, on va commencer par des questions un petit peu plus communes, puisque vos romans, vos livres, je ne sais pas comment on pourrait finalement les classifier, parce qu'ils sont dans différentes portes mais traite particulièrement de l'identité. Cela semble être un thème quasiment central dans vos deux romans. Comment finalement vous avez abordé cette thématique à travers les personnages principaux pardon, qui construisent votre récit, l'identité, qu'est-ce que ça représente pour tous les deux? Je sais pas qui commence, Gabriella. Non, vas-y, Michel. Ok. Mais je sais pas, je suis pas très à l'aise avec ce terme d'identité. C'est un mot, c'est un mot qui me fait toujours un petit peu peur comme ça, l'identité. C'est-à-dire, euh, parce que dès qu'on parle d'identité, on va utiliser le verbe être, quoi. On va dire je suis, et puis je suis quelque chose. Et derrière ce verbe être, il y a toujours quelque chose qui limite, quoi, ou qui réduit. Mais, euh, mais je sais pas, ouais. Ou alors peut-être il faudrait que vous me disiez ce que vous entendez exactement par le terme d'identité. En fait, pour vous, Michel, c'est quasiment la non-identité qui est prônée dans ce roman-là. On a l'impression que chaque personnage refuse sa propre identité, et notamment Célène, peut-être. Alors, c'est difficile de parler de ce roman-là sans dévoiler, mais on ne va pas dévoiler évidemment l'intrigue principale. On en reparlera tout à l'heure, mais à travers l'identité, j'ai l'impression que chacun de vos personnages refuse d'avoir une étiquette identitaire, comme vous le dites à l'instant, et c'est ça qui est intéressant, je trouve que vous refusez le choix du mot identité, peut-être contrairement à Gabriela Zalapi. Euh, je sais pas, Michel, tu veux répondre parce que Non, oui, enfin, je me suis un petit peu exprimé. C'est vrai que c'est un mot qui me met mal à l'aise, mais peut-être que ça me rappelle aussi des vieilles lectures. Je pense notamment à Malouf, Les identités meurtrières, qui est un texte, je ne sais pas s'il y a des gens parmi les gens qui nous écoutent qui l'ont lu, et justement, où je pense aussi à Barthes. Enfin, dès qu'il y a un mot comme ça qui vient, il y a pas mal de. Il y a toute une avalanche un peu de références comme ça qui viennent. C'est-à-dire je répète un peu ce que j'ai dit, quoi, le verbe être qui souvent est un peu, je vais pas utiliser des grandes expressions un peu faciles, mais un petit peu fascisant, quoi, justement dans le sens limitatif. Et puis c'est vrai que pour aller dans le sens alors de votre question, peut-être que en tout cas, il y a un refus de ce qui serait de l'ordre du sang, quoi, du fait, voilà, je suis le fils ou la fille du même sang que mon père ou ma mère, enfin, ce côté biologique, comme ça, c'est cette espèce de lien biologique très, très fort qui, dans le livre devient peut-être un peu flottant et qui est pas, enfin, en tout cas, qui met peut-être ce lien-là en crise à l'intérieur du roman. Alors, Gabriela, bah, hum, je, euh, je dirais que peut-être que je traite de l'identité de cet enfant sur 2 ans et c'est une identité qui est pas claire et qui est en mouvement, qui évolue. Enfin, il y a un parcours. Un- je refuse pas le terme. Enfin, j'entends en fait construction d'identité quand vous parlez d'identité et, euh, et là c'est d'un côté c'est peut-être comment une enfant se débrouille avec dans une situation difficile,
comment elle se débrouille avec qui elle est euh, et comment elle négocie au sein d'une relation de maltraitance, en fait, où il y a une forme de maltraitance. Alors pour revenir à vos deux romans, j'aimerais savoir finalement quel est le lien entre la part d'intime, la part de ce que vous avez pu vivre, et ce que vous y mettez, ce que vous mettez derrière ces deux romans. Est-ce qu'on peut appeler ça des romans? Est-ce qu'on peut appeler ça des récits finalement? Est-ce qu'on arrive à classifier vos deux livres? J'aimerais connaître, alors sans évidemment connaître l'intimité qui vous caractérise, mais simplement la part autobiographique que vous insérez dans vos récits. Est-ce qu'elle est totale? Est-ce qu'elle est partielle? Est-ce qu'elle est parcellaire? Finalement, comment vous vous débrouillez avec cette matière intime que vous avez et que vous retransposez ensuite, peut-être, dans certains de vos récits. Euh, bon, j'y vais, Michel. Vas-y, vas-y. Euh, en ce qui me concerne, euh, moi, je bricole vraiment à partir de faits réels, enfin de faits qui sont arrivés, qui me sont arrivés. Mais c'est vraiment, je tisse vraiment beaucoup ces faits réels avec des faits fictionnels. Ça m'intéresse pas du tout l'autobiographie. Enfin, et j'ai d'ailleurs, enfin, et j'ai fait, enfin, ça m'intéresse pas parce que euh, ça me paraît, je le vois comme une rue sans issue. Alors que la fiction me permet euh, d'ouvrir la situation, de construire un personnage, de construire vraiment un et plusieurs personnages et et ainsi aussi laisser une place au lecteur, aux lectrices et aux lecteurs, euh, pour que il et elle complètent en fait par leur imaginaire s'ils en ont, elles en ont envie. Euh, mais c'est voilà, moi il y a vraiment un mélange, un grand mélange des deux. C'est évidemment une question capitale, et puis et c'est pas simple d'y répondre parce que je pense que, comme le dit Gabriella, on va se saisir de plein de choses, enfin, en ce qui me concerne aussi, se saisir de plein de choses de notre vie, de sensations, de souvenirs, d'émotions, de faits. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette matière réelle ou vécue se transforme en matière littéraire, et comment ça devient du texte, et comment ça devient un livre. Et c'est ce passage-là qui souvent est très riche, quoi, et très, très excitant. Moi dans ce livre, j'avoue que le narrateur, au début, était assez différent. C'était un personnage qui était un petit peu. Je passe toujours beaucoup de temps à travailler sur l'écriture, quoi, les premières pages. Enfin, ça peut prendre des semaines, voire des mois, de trouver la tonalité qui soit la bonne tonalité, qui soit la plus juste possible. Et puis, il avait un ton un peu plus. Un peu presque, j'ai presque envie de dire pas persifleur, mais un peu jugeant parfois, un peu cassant même. Ça reste un tout petit peu dans le fait que sa femme part, hein, avec un homme plus jeune, il l'appelle le maître nageur, il lui donne un surnom comme ça qui pourrait être un tout petit peu méprisant. C'est peut-être le seul rebut de, de, de ce personnage au départ. Et puis finalement, assez rapidement, j'ai gommé tous ces éléments-là. Et puis pour revenir à votre question, et je me suis rendu compte que c'était un personnage, c'est un peu bizarre de dire ça, mais dans le fond qui me ressemblait de plus en plus. C'est-à-dire que je me sentais de plus en plus proche de ce narrateur, ou ce narrateur euh, euh, endossait ou s'habillait ou revêtait peut-être une vision des choses et du monde qui avait à voir avec ma sensibilité, et
et avec ma vie. Et donc, d'une certaine manière, le texte disons, la part autobiographique, d'une certaine façon, pas complètement directe évidemment, mais enfin, a plutôt grossi au fil du livre. Mais il y aurait d'autres éléments dont je pourrais parler. Après, c'est toujours assez intéressant quand on va dans le détail du texte, on aura peut-être l'occasion de le faire, je ne sais pas, de voir tout à coup comment, euh, justement, je reviens à quelque chose qu'on a pu vivre, ou un personnage qu'on a pu rencontrer. Par exemple, il y a un SDF aussi qui intervient dans le livre, qui fait des dessins. Et là, très vite, j'avais en tête enfin, des rencontres très précises que j'avais pu avoir avec quelqu'un de très précis. Et même si les dessins sont pas beaucoup décrits par rapport à d'autres livres où j'ai fait beaucoup d'exphrases, hein, ce qu'on appelle des descriptions d'œuvres d'art. Mais, euh, euh, mais là, j'avais aussi, voilà pour le coup, une personne bien réelle en tête. Donc oui, l'autobiographie, enfin, la vie réelle vient nous nourrir, quoi. Euh, mais je suis un peu comme Gabriel, moi je ne suis pas un fan forcément alors des autobiographies pures, d'ailleurs je pense que c'est impossible, quoi. Rousseau nous en a déjà donné un bel exemple, quoi. Dès le moment où on dit qu'on va dire toute la vérité, on sait qu'on ne la dira pas. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais, enfin, moi, je dois dire qu'en fait, pour moi, là où ça devient intéressant, ce mélange de fiction, c'est que que ça devient comme un territoire de jeu, en fait, de construire un personnage. Par exemple, pour Hilaria, j'ai tout écrit à la troisième personne du singulier. Et ensuite, une fois que le personnage était suffisamment solide, je l'ai basculé en jeu. Et ce jeu-là, ce travail-là, en fait, de chercher à, de tenter d'écrire la voix d'une enfant de 8 ans, de rétrécir mon vocabulaire, de trouver un rythme, de, de trouver ce langage enfantin, ou en tout cas, enfin, je tente, parce que je dis pas que j'ai réussi, parce que c'est très difficile, mais voilà, tout le jeu d'écriture, il est là aussi, en fait. Et c'est là enfin pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre du jeu dans l'écriture pour, pour que ça me saisisse complètement. Oui, avec le fait que tu dois quand même, pour faire vivre certaines scènes, je suppose aussi, d'une certaine manière, cartographier un peu ta mémoire, quoi. Enfin, te rapprocher de sensations peut-être que tu as eues, euh, pour, et puis après trouver effectivement la langue, tu dis enfantine, mais justement, je crois que ce qui est intéressant, c'est que cette langue, elle est ni infantile ni enfantine, et elle est ni jugeante, ni celle de l'adulte, quoi. Et c'est peut-être ça qui est hyper intéressant, c'est justement, c'est une espèce de langue nouvelle qui apparaît, mais enfin, je t'en parlerai mieux que moi. Bon, alors infantile, j'espère pas parce que Évidemment pas. ça m'embêterait beaucoup. Mais euh, attends, mince, qu'est-ce que tu as dit? Non, mais ni enfantine, ni la langue d'un adulte qui aurait pris toute la distance par rapport aux événements qui sont rapportés. Oui, voilà. Et, ah non, ouais, je sais. Et tu disais en fait de se cartographier la mémoire et puis de revenir à des sensations. Et c'est justement, enfin, et c'est là où voilà le côté, il y a ce côté aller-retour entre des faits réels en fait de rechercher dans la réalité ou dans la mémoire et de la transformer en un langage. Enfin, de le mettre dans la bouche d'une enfant. Voilà, c'était ça tout le travail, enfin, une grande partie du travail. Mais L'inno- L'innocence, voire la candeur de cet enfant. On sent que c'est une voix extrêmement innocente. On sent que elle regarde. Il y a une très belle phrase où vous dites que sa vie, elle la passe à travers le profil de son père, puisque elle continue. Elle est dans sa voiture constamment et entre guillemets, c'est sa seule vision. Sa seule vision, c'est le profil de son père. J'ai trouvé ça extrêmement beau, dans le sens où on sent que cette petite fille est extrêmement elle ne voit pas le mal autour d'elle. On n'a pas l'impression qu'elle le voit. Elle le voit tardivement jusqu'à ce moment de désobéissance. Mais pour vous, est-ce que véritablement
c'est cette candeur qui caractérise l'écriture de cet enfant. Je ne sais pas si c'est la candeur parce que hum, Comment vous la caractérisez, cet enfant, dans la manière dont elle agit, surréagit dans les événements qui se passent dans Hilaria? Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a des caractéristiques particulières? Parce qu'on sait finalement peu de choses sur elle. Elle se dévoile peu dans ce livre. oui, en fait, en, 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 en me mettant dans la peau de cet enfant, de Hilaria, j'ai surtout, enfin, j'ai beaucoup travaillé avec le regard. Enfin, quand vous prenez cet exemple d'être de profil, quels sont, vu que son père n'est pas un interlocuteur, son interlocuteur est ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle sent, ce qu'elle sent même physiquement, enfin, ce qu'elle, et ce qu'elle sent, elle, l'odeur. Donc, en fait, toutes enfin, ces portes d'entrée qui sont des portes enfin, très primaires, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Alors, et, euh, voilà, enfin, je sais pas si c'est de la candeur, parce que je pense qu'elle s'aperçoit comme ça par moment, il y a des étapes comme ça où elle prend conscience qu'il y a des choses qui jouent pas, ou en tout cas, elle ressent un étouffement assez, qui va la porter à chercher à désobéir, en fait. Et, donc, mais ça ne passe pas par un discours qu'elle se fait, ça ne passe pas par ce qu'elle se raconte, ça passe par des faits. En effet. Mm. Euh, J'aimerais que vous nous parliez finalement de la genèse de ces deux livres-là. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture de ce livre et des livres en général, mais principalement de ces deux-là? Est-ce que pour Gabriella, c'est ce souvenir du père, cette odeur, comme vous le dites, ce côté sensoriel finalement qui vous est revenu, qui vous a permis d'aller chercher au plus profond de vous-même pour en déceler des souvenirs, chercher le plus finalement dans votre esprit. Et pour Michel, est-ce que c'est cette quête paternelle qui vous a obligé à écrire ce livre? Est-ce qu'un sujet peut vous obliger, vous contraindre à écrire finalement? Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette envie d'écrire ces deux livres? Bah, je l'ai déjà dit, mais c'est tout à fait vrai. En fait, moi, c'est Rainer Maria Rilke qui m'a vraiment euh, qui m'a poussé à écrire ce texte. En fait, c'est- quand il dit aux jeunes poètes qu'il ne faut écrire des textes que seuls soi pouvons écrire, je le formule mal, mais enfin, et, et en fait, je me suis vraiment posé la question, c'est quoi ton texte à toi? Quel est, s'il y a une dernière histoire à écrire après Antonia et Willibald, c'est laquelle? Et, euh, et c'était celle-ci pour moi, en fait. Voilà. Mhm. Ouais, c'est pas forcément facile de répondre à cette question parce il y a plusieurs choses qui arrivent, qui sont arrivées un peu à la fois ou qui se sont superposées. Il y a pas forcément une origine, il y a presque plusieurs origines comme ça. Mais là où je rejoins ce que tu dis, Gabriella, par rapport à Rilke, la phrase de Rilke, alors que c'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste je crois que ça reste toujours assez fondamental de sentir une sorte de nécessité intérieure forte, quoi. Ça peut paraître un peu prétentieux ou pédant, ou je sais pas de dire ça, mais je crois que à un moment donné, c'est quand même envisager l'écriture avec une certaine humilité, mais sérieux. C'est-à-dire que il faut que ce besoin soit là. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai écrit un certain nombre de livres. Chaque fois que j'ai terminé un livre, je me dis, est-ce qu'il y en aura un suivant? Parce que
je suis évidemment pas du tout tenu d'écrire un livre de plus, mais il y a une espèce d'impulsion comme ça, de désir, mais plus que de désir, quoi, encore une fois, presque de nécessité, qui à un moment donné s'impose et qui fait qu'il y a quelque chose d'urgent et de pressant à vouloir le faire et à le faire. Et moi, dans ce livre, il y a plusieurs éléments comme ça qui s'embrouillent. Mais c'est vrai qu'il y a eu, bon voilà, je ne vais pas trop raconter, mais il y a eu, il y a une scène, elle est pas très importante dans le livre, enfin si, elle est importante, mais elle se résume à 2 pages, où à un moment donné, le narrateur se retrouve dans un café et il saisit la conversation entre 2 femmes. Et en fait, une de ces 2 femmes ne peut pas avoir d'enfant parce que son mari est stérile. Et puis elle parle de dons de sperme, elle dit, voilà, c'est incroyable, il y a pas de, il y a peu de donneurs, c'est pas facile de trouver c'est pas facile en fait de trouver du sperme. Enfin voilà. Puis elle est dans cette question de procréation médicalement assistée et de PMA et le narrateur il saisit ça et moi et en fait bon voilà il se trouve que j'ai vécu cette scène, que je l'ai entendue, j'ai entendu le désarroi de cette femme et tout à coup il y a plein de choses comme ça qui sont revenues donc ça a été un des points de départ, vous voyez. Et puis l'autre, c'était de. Enfin, j'en vois en tout cas trois, c'est vrai que je ne vais pas prendre trop. Amandin, j'imagine aussi. Pardon? Non. Amandin, j'imagine, en est Oui, un. aussi, oui, c'est vrai. Aussi, c'en est aussi un, donc il y en a même peut-être trois ou quatre. Mais après, c'était aussi de mettre en place 2 relations très fortes, passionnées, quoi. Celle qu'il va y avoir entre les 2 filles, une relation amoureuse, une relation que j'espère que les gens vont la trouver belle parce elles sont pleines de vie, quoi. Voilà, on est dans une époque qui est pas très drôle, mais dans le fond, elles décident d'agir, elles décident de faire des choses à leur portée, comme ça, et j'avais envie de parler de ça. Et là, si on revient à la question de l'autobiographie, c'est vrai que, sans du tout que ça soit ma fille, mais il se trouve que j'ai une fille qui a à peu près l'âge des filles qui sont là, et je les vois avec ses copines, ses copains, dans une espèce d'urgence à saisir l'existence, à vivre chaque jour, à essayer d'agir aussi sur ce monde. Et là il y a eu l'envie de relayer peut-être cette espèce de force vitale. Ça a aussi été un des éléments. Et voilà. Et puis Amandin, effectivement, le SDF, mais j'en avais encore un autre en tête. Enfin, bon, voilà. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui sont arrivées. Et d'ailleurs, peut-être un peu trop même, hein. J'ai dû un peu écarter un certain nombre de choses puis, et rendre possible la cohabitation en fait entre ces différents éléments. Oui, le dernier élément, c'était aussi de mettre en place une relation justement forte aussi et passionnée entre ce père et sa fille, euh, qui s'appelle Olga. J'ai écrit mon avant-dernier livre, s'appelle Sans Silke, et on voit, il y a un couple qui est là avec une petite fille, et c'est une relation assez malsaine, une relation père-fille qui est assez terrible avec un homme très autocentré, très narcissique, et qui voit pas du tout la vie qui se déroule sous ses yeux, qui est celle de sa propre fille. Et ici, en fait, j'avais envie d'exprimer une relation euh, aimante, complice, forte, entre le narrateur et sa propre fille. Donc il y a tous ces éléments quoi, qui sont un petit peu, qui forment la genèse du livre. Ce qui vous. Allez-y, Gabriela, pardon. Ouais, ouais, enfin, en t'écoutant, enfin, je dois dire que pour moi, dans Hilaria, il y a cette relation père-fille aussi. C'est peut-être un point commun. Et moi, je voulais, au vu des circonstances, qui est donc un père qui kidnappe son enfant, euh, je voulais absolument sortir de cette relation de bourreau-victime, en fait, de trouver, euh, enfin, de raconter ce père et toute sa complexité, même s'il est parfois insupportable, orgueilleux, il est en même temps charismatique, il peut être drôle, enfin, il y a tout ce mélange-là. Et en fait, comment cet enfant Se construit. se construit à ses côtés et qui néanmoins, même ils sont en lien parce que bon, il y a déjà ce lien père-fille
Mais il y a aussi cette espèce d'amour malade, en fait, qui les, enfin, en tout cas, un lien pas très, enfin, enfin, un lien pas très lien, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup d'explorer, de, de, d'en rendre compte, de tout le problème de loyauté que ça implique, du problème de comment une enfant négocie avec la maltraitance, comment malgré ça, il y a de la lumière qui est possible. Euh, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, le mot kidnapping n'apparaît, je crois, qu'une seule fois dans le livre. Il y a C'est le finalement, mot enlèvement, c'est pas kidnapping, c'est enlèvement. c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en effet, la complexité de leur relation et de ce père-là vous relie tous les deux parce que d'un côté, Gabriella, c'est un père qui est actif dans l'enlèvement, mais qui finalement est plutôt passif dans l'éducation envers sa fille. Et de l'autre côté, on a un père actif avec Michel qui cherche finalement à trouver le lien qui le relie à Célène, l'amoureuse de Olga, sa fille. On a l'impression que vos deux relations paternelles sont à la fois communes, parallèles et en même temps très contradictoires. Comment vous travaillez la figure du père finalement, qui est à la fois parfois très décriée, parfois jalousée? Cette figure du père, dans l'ouvrage de Michel, je l'ai trouvée évidemment beaucoup plus douce, hein, c'est évident. Mais comment vous la façonnez concrètement en tant que narrateur ou en tant que victime ou en tout cas en tant qu'acteur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle tout au long de votre œuvre finalement? Pour Michel, j'ai bien compris que c'est quelque chose qui peut être en tout cas récurrent, qui pourrait devenir récurrent. Pour Gabriel, c'est la première fois. Vous étiez plus attaché aux figures féminines. Euh, Qu'est-ce qui se déclenche en vous avec cette figure paternelle? Enfin, moi, je dois dire que c'est, enfin, la question du bourreau ou, on va dire, du monstre ou celui considéré comme monstre ou pointé comme monstre, euh, c'est une figure qui m'a toujours beaucoup intéressée. Je me suis beaucoup intéressée aux dictateurs. Maintenant, j'ai un projet où je travaille avec un avocat pour l'écriture d'une pièce de théâtre qui met en jeu des génocidaires. Donc, en fait, ces figures masculines extrêmement violentes et qui, néanmoins, enfin, ou en tout, enfin, dans Hilaria, on va dire, ils ont une part d'humanité. Fulvio est un homme qui est blessé. Il est blessé, sa femme l'a planté. Il s'est enfui avec ses deux filles. Enfin, pardon, la mère s'est enfuie avec les deux filles. Il est lui victime là. Donc, étant blessé, il devient comme un cheval fou et il répond par une forme de folie dans laquelle il entraîne sa fille. Mais il est aussi pris à son propre piège parce que petit à petit, c'est un homme qui se dilite en fait. Euh, et voilà, moi, ça c'est enfin voilà, à la fois cette part d'humanité, cette part euh, d'être pris à son propre piège, enfin, de décomposition avec en même temps une, avec une responsabilité. Ça ne le dédouane pas. Ce n'est pas pour l'excuser, ça ne le dédouane pas. C'est un alcoolique. Enfin, enfin, il a tout faux. Euh, enfin voilà, et ça mais en même temps l'origine de sa douleur, qui est donc en fait une passion blessée, un homme extrêmement amoureux qui réagit très 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 mal.
ça part de ça, en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la figure du mal absolu, c'est que il a une part d'humanité. Et notamment dans ces télégrammes. Ces télégrammes sont, alors, il y a une sorte de beauté en quelques mots, et on parlera tout à l'heure de l'économie de mots que vous faites presque tous les deux, et notamment Gabriella. Mais c'est vrai que dans ces télégrammes, il y a une sorte de romantisme à l'italienne qui est fou. Oui, oui, ouais, qui est complètement folle. Et c'était, enfin, moi, je travaille toujours à partir d'archives familiales. euh, et en l'occurrence, ces télégrammes sont des vrais télégrammes. Donc, voilà, ils traduisent en fait voilà, tout cet amour blessé. Enfin, comme toute personne qui souffre énormément, il n'est concerné que par lui-même et il ne, mais c'est fou en fait, en effet, ce romantisme qu'il a qui est, qui, qui, mon- qui est qui parle pour lui en fait, qui parle de lui. Pour lui, de son humanité. Et j'en lis un justement, puisque j'en parle, c'était une question de tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais anticiper. Je désire entendre ta voix. Stop. La petite va bien. Stop. Elle aimerait te parler. Stop. Je t'attends. Stop. Attends-moi. Ton mari. En quelques mots, vous arrivez à saisir un romantisme et surtout, en effet, cette folie à travers le romantisme. Et on sent que cet homme est en cavale, que cet homme continue de courir, continue de conduire avec sa fille à ses côtés. Et je trouve que, en fait, j'ai l'impression que chaque chapitre, même s'il n'y a pas de chapitre véritablement, mais chaque chapitre est un Polaroid. J'ai l'impression que vous enchaînez les photos, les Polaroids de ces scènes qui sont si marquantes et qui font écho forcément à la couverture. On parlera tout à l'heure de la couverture puisque c'est une photo de vos archives. On en parlera tout à l'heure, mais je trouve que voilà, euh, vous êtes une sorte de photographe des mots, une photographe littéraire et que vous prenez chaque mot d'un instant, d'un souvenir, et que vous le transmettez d'une manière extrêmement simple, mais alors d'une si grande puissance. Et j'aurais voulu savoir finalement sur ces photographies que vous prenez, que vous saisissez, est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce que vous avez travaillé à partir de photos d'archives? Et c'est ça qui vous a permis de trouver finalement les mots extrêmement justes pour Hilaria. Non, non, en l'occurrence, non, 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 non. Il existe trois photos. Non, non, c'est des photos, c'est soit des photos inventées, soit des photos qui sont dans ma mémoire, en fait. Très bien, très bien. Et alors, on en revient à la figure paternelle avec Michel, cette figure paternelle qui est donc en quête et qui voit cet amour entre sa fille Olga et Célène qui arrive. Elles se sont rencontrées en Asie après une relation avec un garçon, Mats, qui n'a pas été fructueuse. L'amour commence à être éructant, on va dire, dès le début, une relation qui est extrêmement forte, et puis ce père qui est là comme une sorte de petit ange finalement sur l'épaule et qui veille à cette relation, et puis surtout, vous nous laissez dans un immense suspense avec des petites phrases qui pourraient penser à d'autres choses, à d'autres orientations du livre. Le livre, j'ai pensé pendant longtemps qu'il n'allait pas du tout aller dans cette direction-là. Et c'est ça que je trouve très intéressant sur la notion de suspense que vous mettez tous les deux finalement en exergue, la quête côté Hilaria et puis surtout également ce suspense de la quête du père du narrateur dans Deux filles. Oui, alors peut-être d'abord juste pour dire que ce père, il y avait peut-être une sorte de défi, parce que dans le fond, lui, c'est un personnage plutôt bienfaisant, c'est un personnage, alors il est quand même aussi un peu blessé parce que sa femme l'a quitté, mais donc voilà, il y a une forme de tristesse, ils sont remet gentiment. Il est peut-être aussi presque encore plus touché par le fait de se rendre compte que le chagrin, même le chagrin qu'il a, est en train de disparaître.
Donc il y a une sorte de tristesse à ce constat-là. Même le chagrin s'en va, quoi. L'amour qu'il avait pour cette femme est en train de diminuer, mais le chagrin qu'il pouvait avoir est aussi un peu en train de partir. Et puis donc lui, c'est plutôt un personnage, on l'a dit, qui est dans une relation heureuse avec sa fille. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours assez fasciné, à quel point la question de mettre du bonheur, j'ai presque envie de dire, traverse toute l'histoire philosophique, hein, depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui. Et par contre, elle est complètement ridiculisée dans la littérature. C'est-à-dire que enfin, on pourrait sortir des dizaines de phrases où on se moque de toute relation qui pourrait être heureuse. Et là, peut-être le défi déjà, c'est que en fait, la relation, elle est saine, ça veut rien dire, mais enfin, voilà, elle est aimante, encore une fois, entre ce père et sa fille. Elle est d'abord cela. Et effectivement, Olga va arriver avec cette jeune femme dont elle est tombée amoureuse, Célène. Et là, bon, d'abord, le livre ne, enfin, comment dire ça? On est dans un monde où la question de l'homosexualité ne se pose pas, quoi. C'est-à-dire pour ce père, sa fille, enfin voilà, il se rend compte que sa fille est homosexuelle. Et avant, elle est partie avec un garçon. C'est pas une question, quoi. C'est quelque chose qu'il admet tout de suite. Enfin, j'ai envie de dire évidemment, même si cette évidence, est pas du tout évidente pour tout le monde et partout, comme on le sait. Mais par contre, il y a petit à petit, vous avez parlé de. C'est drôle, il y a quelqu'un aujourd'hui même qui m'a dit, mais c'est incroyable, ton livre, en fait, c'est un vrai polar, quoi. Alors que, il y a des signes comme ça qui sont donnés petit à petit, où il observe effectivement cette relation amoureuse entre ces deux filles. Et, et il est troublé, il est de plus en plus mal à l'aise. Il y a quelque chose, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui le travaille, lui. Alors, très vite, l'idée qu'il puisse tomber amoureux de l'amante de sa fille est une idée qui est écartée, quoi. Évidemment, ça serait insupportable et lourdingue, quoi. Évidemment, on va peut-être avoir cette impression pendant quelques pages, mais elle est tout de suite écartée. Mais enfin, on sent bien enfin, assez rapidement, on va dire. Elle est quand même palpable pendant Elle un n'est pas, petit elle est pas moment. Prime, ça. Oui, d'accord. Ok. Bon, je sais pas, je peux pas me mettre dans la tête des lectrices et des lecteurs. Mais par contre, voilà, on va petit à petit, j'imagine, déceler qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, en fait, il est vertigineux parce que c'est toute la question du hasard, de la naissance. Et je pense que ce livre, pour moi, il a deux pôles, quoi. C'est la grande question du hasard de notre naissance, à chacune d'entre nous, et du hasard de notre mort, et de ces choses voilà, qu'on ne maîtrise pas. Et le livre est situé entre ces deux pôles. Donc voilà. Et donc, à partir de là, il y a toutes sortes de questions qui vont se poser enfin, qui me semblent être des questions. Oui, c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas dévoiler. Faudrait savoir si Non. les gens, si on était sûr que tout le monde a lu le livre, ça serait tellement super et simple. Mais voilà, des questions vont se poser entre père biologique, euh, père qui éduque, enfin, voilà, qui s'occupe de l'éducation d'un enfant. Et il y a tout ça, il y a tout ça il y a tout ça qui est en jeu. Mais oui, les figures du père, c'est vrai que j'en ai plusieurs dans mes livres qui apparaissent, mais encore une fois, avec celui-ci qui est peut-être celui dont je me sens le plus proche, parce que j'ai aussi eu d'autres pères qui ont dit je à un moment donné. Là, si je reviens, non, c'est pas le cas dans Sens Illiqué, mais enfin, le père aussi, des fois aussi, c'est une façon de se débarrasser des parts qu'on voudrait ne pas trop voir sortir en nous-mêmes, quoi. Comme on le sait, on est une mosaïque, on est composé de plein de choses. On a des choses belles, on a des choses moins belles, et des fois, je pense que pour moi, en tout cas, l'écriture est une façon de se dire, voilà quelqu'un à qui j'ai pas envie de ressembler, et de le mettre en fait de le mettre en mots, en livres. C'est peut-être une façon de se délester, de se débarrasser de ces parts de soi-même dont on n'a pas envie. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne bien. On parlait tout à l'heure de tension narrative. Dans vos deux romans, il y a cette tension, c'est évident, même si ce n'est pas un polar, j'irai pas jusque-là, mais presque. Mais presque. Mais il y a aussi surtout cette économie de mots. Alors chez Zoé, les livres sont souvent courts et il y a souvent cette économie de mots quand même dans le catalogue des auteurs. Finalement, c'est quelque chose qui vous rassemble peut-être tous. Est-ce que c'est ça qui donne la puissance à un texte? Est-ce que c'est votre leitmotiv finalement ou au contraire c'est quelque chose qui pour vous est inné, essentiel et que vous trouvez ça
vous trouvez cette manière de fonctionner, cette structure narrative euh, plutôt cohérente avec ce que vous avez envie de dire. Comment vous expliquez finalement que chez Zoé, mais en tout cas chez vous deux, on sent le mot juste, l'usage du mot juste qui sonne extrêmement fort. Il y a jamais d'ellipse, c'est très rare d'ailleurs dans vos deux livres. Il n'y a jamais de choses qui seraient superflues. On a l'impression que vous ne gardez que l'essence même. Est-ce que ça veut dire que vous avez écumé, passé au tamis votre texte à de nombreuses reprises et que vous en gardez uniquement l'essence même, la substance qui va composer tout ce que vous avez envie de composer? Gabriela, tu commences. Ouais, alors certainement que je passe au tamis le texte, mais je dois dire que je suis une grande amatrice. Enfin, et quand j'étais ado, vraiment fascinée par Egon Schiele et sa capacité à dire à travers une ligne extrêmement tendue, euh, avec très très peu de moyens. Il disait énormément. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée et qui en fait me fascine, continue de me fasciner en fait. Avec moyen zéro, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, et voilà, et c'est quelque chose qui me, qui me meut. Qu'est-ce que Voilà. vous appelez moyen zéro? Pardon? Qu'est-ce que vous appelez moyen zéro? Bah, avec comment faire avec très peu de mots, avec très peu de lignes, avec deux bouts de carton et une voix, comment atteindre comment atteindre l'émotion en fait, avec très peu de moyens. Euh, voilà. Comment en fait, hmm, comment enclencher l'imaginaire avec peut-être, enfin, pardon. Vous voyez, je bégayais, enfin, avant, je bégayais beaucoup plus. Je me suis beaucoup améliorée. Mais, et comme voilà, ce truc de bégayer, ça fait que euh, enfin, il faut trouver le mot juste parce que c'est tellement accidenté avant d'y arriver qu'il faut, je sais pas comment expliquer, il faut trouver le mot juste assez vite. Dans l'urgence. Oui, dans une forme, oui, de tension, d'urgence et puis euh, de tension, enfin, ouais, Fulgurance? ouais, dans une tension, en fait. Euh, euh, je reprends les dessins de Schiele, mais euh, ses autoportraits qu'il faisait ou ses portraits de femmes, euh, elles, elles elle dégage, pour moi en tout cas, enfin, elle dégage une vie, quelque chose d'extrêmement vivant et il s'agit quand même à la base d'une simple feuille blanche. Enfin, c'est un peu bête, c'est ce que je dis, mais en fait, une feuille blanche et un crayon et on peut en faire, on peut atteindre quelque chose de vital ou une émotion et c'est la même chose avec les mots, en fait. Enfin, c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose, enfin, mais en tout cas, comment, à travers les mots, en utilisant le moins possible, euh, atteindre l'émotion. Et par exemple, les télégrammes, comme je vous ai dit, ils sont vrais. Je les ai à peine retouchés. Je les ai traduits, mais à travers si peu de mots et avec ce stop. Enfin, là, j'invente rien. Il y a il y a une puissance là que qui suffit. Enfin, enfin, ça aurait été possible de l'envelopper, de la bricoler, etc. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi en rajouter quand c'est si efficace?
tout seul comme ça. Michel. Ben, alors, d'une part, je suis entièrement d'accord avec tout ce que Gabriella vient de dire, mais, mais, euh, mais d'un autre côté, enfin, c'est là aussi où la littérature est fascinante et géniale et tellement multiple. C'est-à-dire que moi, alors c'est assez loin de mon écriture, mais il y a des écrivains que j'adore, et qui comptent beaucoup pour moi, et qui sont des écrivains foisonnants, qui sont des écrivains où on est vraiment, on plonge dans une espèce de matière verbale très, très dense, très multiple. Je sais pas, pensons, si on prend des noms de gens très connus comme Claude Simon, voilà, on peut avoir cette langue tourbillonnante, cette langue qui est faite comme ça de spirales où les phrases s'enroulent, ou même à la Thomas Bernard, enfin bon, on pourrait multiplier les exemples, où on n'est pas du tout dans une économie de moyens, on est dans des rythmes, on est dans une espèce de, encore une fois, de plongée comme ça, je n'ai pas d'autre expression, dans cette matière des mots. Et c'est magnifique et c'est fabuleux aussi, et c'est des expériences qui sont très fortes. Et puis voilà, et puis de l'autre côté, on peut être dans une écriture très, très dépouillée, qui essaie d'aller à l'essentiel. Moi, j'ai un peu de la peine à savoir et ce que je sais, et c'est très compliqué de parler de ça, c'est que c'est que oui, il faut enlever, il faut écumer, il faut. Voilà, Moi, j'ai tendance à me boucher les oreilles, à lire à voix haute, comme ça, d'entendre le texte résonner un petit peu dans la tête. Et puis à un moment donné, on sait qu'il y a un rythme, qu'on est un peu seul. Enfin, le but, c'est de le transmettre, bien sûr, mais qu'on est un peu seul à avoir. Et quand il y a un mot de trop, quand il y a quelque chose qui est pas utile, ça apparaît assez vite et assez clairement. Et c'est clair il faut retrancher, quoi. Enfin, il faut enlever. Beaucoup d'écrivains ont parlé de ça. Mais, euh, mais voilà, je pense il y a des grands écarts possibles comme ça dans les écritures, qui peuvent être tout évidemment magnifiques. Moi, j'ai plutôt tendance aussi à aller vers une sorte de choses qui s'épurent, mais encore, c'est assez difficile parce que si moi je vois les points communs entre chacun de mes livres, y compris dans l'écriture, je me suis bien conscient aussi que bah, vous avez lu par exemple le livre d'avant, hein, bon, où l'écriture est très, très incisive, comme ça, qui s'appelle Les Vies de Chevrolet, mais c'est quand même une écriture qui est assez différente de celle des deux filles, et sans Silke, c'est encore autre chose. Les vies enfin Louis Souter probablement. Ben voilà un grand, grand artiste. Alors il n'est pas aussi connu que Chile, mais Louis Souter, c'est un artiste aussi qui, avec des moyens très, très pauvres, c'est-à-dire un bout de charbon, avec un stylo bille, avec un peu d'encre de Chine, avec un crayon gris, a fait une œuvre graphique absolument fulgurante, qui est vraisemblablement que et du Buffet et Michel Thévaux considérée comme une des plus importantes du XXe siècle. Et, et, euh, euh, et voilà quoi. Ouais. Moi, j'ai vu qu'il y a un de tes livres, je ne l'ai pas lu, mais qui s'appelle Deux sœurs. Mhm. Oui, c'est ça, ouais. Euh, Ouais. et, et en fait, je trouvais que le deux, enfin le couple, enfin, c'est quelque chose qui est très présent, pas le couple marital, mais le couple de caractère, c'est quelque chose de très présent dans ce livre, en fait. Euh, et comme si ouais, il y a le couple de Fabienne et Marc, enfin euh, Mhm. Les bergers, hein. les bergers, il y a le couple de ces deux femmes qui sont au bistrot, il y a ce père et cette fille, mais en même temps, il y a ces deux âmes, enfin, Célène Bien. Mhm. et Olga qui s'aiment. Et, euh, et c'est comme si enfin, en fait, c'est comme si ces couples, il y en a, c'était, il y avait quelque chose comme de l'angle mort de l'autre, en fait. Comme s'il y a enfin voilà, comme si l'autre dans le couple était l'angle mort de l'autre, enfin qui renvoie à l'autre son angle mort. Enfin, Mhm.
Je ne sais pas si je suis claire, mais Oui, oui, c'est possible. En tout cas, entre Olga et Célène, elles sont à la fois très proches, elles sont très proches dans leurs élans de vie, dans cette espèce voilà, de force là qu'elles ont un petit peu d'embrasser la vie et de l'embraser quoi, en même temps. Et, mais en même temps, elles sont très différentes, en tout cas au départ, parce que donc ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, dans le sens où Olga est plutôt tempérée, plutôt intellectuelle, on va dire, pour dire les choses un peu vite, quoi. Elle s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art, elle connaît beaucoup de choses, elle est assez raisonnable et assez rationnelle, alors que Célène est est quelqu'un d'assez insaisissable, voilà, qui est quelqu'un de la terre, qui a fait un apprentissage de maraîchère, qui a besoin de mettre les mains dans la terre, justement, et qui a et, beaucoup de convictions, et qui a, et extrêmement affirmées. oui, qui en a certainement plus que, effectivement, que Olga. Mais qui veut agir aussi, hein, qui veut agir qui veut agir dans ce monde, quoi, qui cherche quoi faire. Et puis justement là, peut-être, je fais une petite parenthèse, il y avait pour moi quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que moi, je suis un petit peu là, un peu fatigué des fois de tous les discours catastrophistes qui ont évidemment toutes leurs raisons d'être. Hein, c'est pas ça, on va pas être bêtement optimiste, quoi, il n'y a pas vraiment de quoi. Mais, euh, mais, mais en fait, ces deux filles, elles sont plutôt en train de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, quoi? Comment est-ce que je peux agir là où je suis? Comment, ouais, que- comment changer les choses, en fait, autour de moi? Commençons peut-être par ça. Et des fois, j'ai l'impression, je ne veux pas jeter la pierre à des copains et à des copines qui ne sont pas là, mais des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être une meilleure façon de faire, quoi. Si j'ai envie de leur dire, mais regarde déjà ici, là, quoi, concrètement, comment est-ce qu'on peut agir? Et c'est vrai que Célène, pour elle, ça passe simplement par le fait de, de mettre en place on va dire ça un peu rapidement, quoi, une agriculture sociale, écologique, et à sa petite échelle, c'est un peu ça qu'elle fait, même si c'est pas l'argument principal du livre. Et de l'autre côté, du côté d'Hilaria, on a aussi, tout à l'heure, on parlait des télégrammes qui rythmaient le texte, mais il y a aussi autre chose qui rythme, c'est l'actualité en Italie, les attentats, les groupuscules d'extrême droite, et ça anime aussi, ça donne une ambiance, ça donne une atmosphère des années 80 où l'Italie était à feu et à sang, où les juges étaient assassinés, où finalement plus personne n'était en sécurité. Ce qui montre aussi que clairement, au-delà des autogrilles que vous écumez, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que cette vie la vie de cette petite fille est aussi parcourue d'aires d'autoroute et d'autogrilles qui sont là au bord de la route. Ces petites choses, finalement, arrivent à composer une ambiance et une atmosphère par des petits détails, là aussi par une économie de mots. Je trouve que vous nous faites revivre finalement la presque Dolce Vita à travers un enlèvement. C'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que vous arrivez à avoir les deux pans et on a envie d'aller dans cette Italie-là finalement, malgré tout ce qui s'y passe. On a envie de ressentir cette ambiance-là. Je ne sais pas si vous l'avez écrit en ce sens-là, mais les lecteurs et peut-être ceux qui l'ont lu pour aussi en dire quelques mots, mais j'ai trouvé quand même une odeur particulière, l'odeur de l'essence, l'odeur de l'alcool, l'odeur de toutes ces petites choses finalement qui composent un trajet très long puisque ça va durer 2 ans. Euh, mais comment vous l'avez conçu finalement cette Italie à travers ce fil rouge finalement de cette quête, de cet enlèvement? Comment vous avez réussi à composer aussi à travers ça le voyage italien, italo-suisse même, je dirais. ouais, il démarre en Suisse et mais assez vite, il traverse la frontière. Euh, bon, ben, je me suis pas mal intéressée à l'architecture des autogrilles qui en fait ont été vraiment, enfin déjà en fait la construction de cette autoroute, de l'autoroute en Italie a inauguré un mouvement, a été très importante, a révolutionné le pays en fait. Ça a inauguré, enfin, et plus le fait que la Fiat vendait des voitures, enfin,
accessible aux personnes enfin, dont le prix était accessible. Donc, entre la Fiat et la construction de cette autoroute, ça a inauguré un mouvement en Italie qui jusque-là n'existait pas vraiment. Enfin, c'était soit un mouvement d'immigration à l'étranger très loin, ou alors enfin, du sud vers le nord, mais l'inverse n'était pas toujours vrai. Euh, alors, voilà, déjà, enfin, je me suis intéressée à cette histoire de construction des routes, à la construction des autogrilles, qui a été en fait toute une affaire, parce que tout d'un coup, l'autoroute devenait une source de revenus et aussi une façon de transmettre de la culture et de la culture appartenant à des régions. Euh, parce que chaque autogrill était géré, était fourni par des artisans, enfin, par la nourriture locale, enfin, qui est faite dans le coin. Donc, c'était des lieux où, en fait, on pouvait trouver toute une offre euh, très, qui concernait la région traversée. Bon, enfin voilà, donc déjà, enfin, il y a ça que je trouve qui m'a pas mal nourri. Ensuite, j'ai bien sûr écouté beaucoup de radio. J'ai fait beaucoup de recherches dans la presse aussi. Euh, Aussi la musique, parce qu'il fallait, en fait, il fallait que le monde entre dans cet habitacle, en fait, cet habitacle qui ne fait que quelques mètres, et il fallait faire entrer le monde. Donc, la seule façon pour le faire, enfin, en tout cas, dans l'habitacle, c'était la musique et les nouvelles qui passaient à travers la radio. Et j'avais envie de créer ce background historique, d'une part parce qu'il me paraissait une parfaite caisse de résonance, en fait, de ce que vivent Fulvio et Ilaria, à la fois enfin, l'affrontement l'affrontement entre des pôles extrêmes, enfin, c'est pas exactement affrontement, mais en tout cas pour Ilaria et Fulvio, c'est une forme de désobéissance en fait. C'est comme si, enfin, les BR et les NAR qui s'affrontent sont dans une désobéissance sociale, enfin, envers l'État. Et puis, dans la voiture, il y a un Fulvio qui désobéit à la loi. Et il y a une Hilaria qui essaye de désobéir elle aussi. C'était une façon en fait de mélanger à la fois cette question aussi de clandestinité, vu que les BR vivaient, ont vécu en clandestinité. Il y avait tous ces éléments qui me paraissaient être en fait une parfaite caisse de résonance par rapport à ce que vivent ces deux protagonistes. Euh, Les et BR sont les brigades rouges, hein, ouais, précise. oui, les briquettes rouges, oui, pardon. Et puis, par ailleurs, c'était aussi une époque où le kidnapping était, je vais pas dire monnaie courante, parce que, enfin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était de façon assez récurrente dans les nouvelles, en fait. Alors, en 78, il y a eu Aldo Moro qui avait fracassé la vie politique italienne, mais avant lui, il y en a eu d'autres, et après lui aussi. Donc, c'est aussi c'était une façon de contextualiser, puis aussi de permettre aux lectrices et aux lecteurs, en fait, de s'approprier quelque chose, enfin, de, de, de s'approprier, en fait, une partie de cette histoire, ou en tout cas de trouver des points de repère. C'est réussi. Je sais pas, Michel, je vous ai vu lever la main, mais je sais pas si c'était pour Ah, Non, intervenir j'ai ou non, pas. pas vu. Non, non. non, ok. Je te passe la parole, Anne, parce que je pense que ce sera une question pour Gabriella que tu as lue. La question du lieu de vie, finalement,
c'est un petit peu parallèle entre vos deux romans parce que le lieu de vie, finalement, pour Michel, on a ces lieux de vie qui divergent peu à peu. On a l'impression que ces personnages sont en mouvement permanent. Et il y a également le lieu de vie d'Amandin, ce SDF, qui a un rôle aussi très important puisqu'il y a cette question de propriété de l'œuvre artistique. Ce SDF donc a des peintures, a des carnets que les deux jeunes filles vont prendre avec ce narrateur, alors que Amandin est pour l'instant introuvable. Il y a cette question de finalement, il y a une phrase qui est très intéressante, c'est est-ce qu'on peut prendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de domicile, qui n'a pas de domicile fixe? Est-ce que la notion de propriété est la même? Et c'est ça qui vous rejoint, je trouve, parce que d'un côté, on a un habitat qui est très enfermé avec cette voiture pour Hilaria. De l'autre côté, on a des domiciles totalement en mouvement. Euh, on a l'impression que les deux personnages féminins ont clairement ont envie de bouger constamment. Et en plus, il y a cette notion d'absence de domicile fixe pour ce SDF qui a une importance également capitale. Oui, bah c'est une remarque très intéressante. C'est vrai que pour moi, la topographie, les lieux sont toujours importants. Et là, il y a le fait qu'on oscille. Bah, on est à Paris quand même, passablement, puisque le narrateur y habite, il est à la rue de la Roquette. C'était pour moi l'occasion de parler de certains squares, quoi. Pour ceux qui connaissent bien Paris, il y a le square Gardette, le square Trousseau, avec tous ces arbres qui sont évoqués. Mais s'il est capable, le narrateur, de parler des arbres, c'est parce que Célène lui a appris à regarder les arbres. Donc il y a ces éléments-là. Et puis c'est vrai il y a la Suisse, il y a le Léman, il y a la Gruyère. Et puis en plus de ça, les deux sœurs, les deux filles, vous l'avez dit, bougent beaucoup, elles vont à Vézelay, elles vont en Bourgogne, voilà, elles vont aider justement des maraîchers euh, dans les Cressonnières, là, en Essonne. Enfin bon, voilà, donc il y a pas seulement le mouvement. Et puis par contre, il y a cette grotte, quoi, c'est comme ça qu'elle l'appelle, ce lieu que j'ai d'ailleurs repéré à Paris. Hein. C'est un lieu qui existe. Là encore une fois, comment la réalité des choses réelles en fait arrive dans une fiction. Donc le lieu, je l'ai bien très précisément en tête. Donc je peux en faire une description assez précise. Et, et- et voilà. Et c'est là par contre que normalement Amandin est toujours, mais il disparaît. Quoi. Lui aussi disparaît. Et puis il y a cette question, alors c'est vrai que j'ai pas demandé d'un point de vue juridique ce qu'il en serait, le fait de s'accaparer des dessins de quelqu'un qui a disparu, puisqu'il y a quand même une grande exposition qui va être organisée, hein, la collection de l'art brut, qui est à Lausanne, hein, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, de ces dessins. Mais parce que j'avais aussi en tête une question. Bon voilà, l'art brut, c'est quelque chose qui m'habite depuis très très longtemps, hein, mais de savoir où aujourd'hui on pouvait encore trouver des artistes d'art brut, quoi. Ils sont vraisemblablement plus dans les hôpitaux psychiatriques, ils sont pas dans les asiles, enfin bon voilà, mais où est-ce que encore cet art brut peut surgir? Et là, c'est peut-être un élément de réponse, mais c'est vrai que le personnage disparaît. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a la question des droits. En même temps, le musée ne devient pas vraiment propriétaire. Hein. Il monte une exposition, il n'y a rien à vendre, donc on peut imaginer que s'il devait réapparaître, on les lui rendrait. Euh, ouais. Mais est-ce que ce personnage a existé? C'est vrai qu'il est Alors, fascinant, ce personnage, hein. Il et- est fascinant. mais j'ai prévu une petite lecture parce que vous aviez dit qu'on avait Ah, ben parfait. une minute et demie de Et lecture, quoi. c'est parfait. Alors peut-être que plutôt que de parler, non, mais c'est super, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais c'est drôle parce que en Suisse, comme vous le savez, on est partagé en tout cas entre trois cultures, hein, l'Italie, l'Allemagne, la culture germanique, la culture française, évidemment, notre grand frère français qui est omniprésent et très fort. Mais c'est drôle parce que du côté allemand, par exemple, on aurait passé la moitié du temps à lire des textes. C'est-à-dire les Allemands sont très friands du fait d'entendre le texte et en France on parle beaucoup et des fois on oublie qu'on pourrait lire. Mais c'est pas du tout un reproche, hein. C'est juste des différences culturelles. Alors ben voilà, c'est un petit passage justement le début de la rencontre avec Amandin. Olga et Célène m'ont parlé d'Amandin, un SDF au corps osseux et aux membres racornis qui vagabondait dans le quartier. Les deux filles l'avaient surnommé Amandin,
parce que la première fois où elle l'avait remarqué, il se régalait d'un sachet d'amandes offert par une bonne âme. Amandin ne demandait jamais l'aumône. Récemment encore, elle l'avait observé, étendu sur un bout de trottoir, son pull déchiré sur sa poitrine noire et un pied sorti de sa chaussure. Il avait pris la pose d'une odalisque. Après quelques minutes de parfaite immobilité, il avait levé la tête et s'était mis à fixer un point dans le ciel. De son index empoussiéré, il avait tracé en donc le mouvement, on ne savait trop quel chef-d'œuvre inconnu, mais ce dessin imaginaire le portait aux anges. Son œuvre achevée, Amandin avait repris sa pose avec l'indolence de ceux qui en voûtent sans jamais chercher à plaire. Puis, de la poche de son paletot, il avait extrait un paquet de cigarettes, il avait farfouillé à l'intérieur et en avait sorti un bonbon emballé dans un papier rouge. Avec la prévenance d'une demoiselle de salon, il avait tiré sur les deux extrémités du papier et s'était saisi du bonbon qu'il avait déposé sur sa langue. Sucer un bonbon, disait Célène, ne s'occuper que de cela. Les biens d'Amandin, aucun notaire ne pourra les inventorier, s'est enthousiasmé Olga. Cette phrase a eu le don de fâcher Célène. Ne raconte pas de bêtises, a-t-elle dit. Ni la pauvreté, ni la folie ne sauraient être joyeuses. Vérité générale, valable aussi pour Amandin. Célène se montrait intransigeante sur certains sujets, au risque de s'emporter et de laisser Olga penaude, qui retrouvait vite ses esprits. Le plus souvent, Olga se rétractait pour admettre le point de vue de Célène, et même si la tension montait, les caresses finissaient par effacer les colères. Je me tenais à l'écart de ces éclats vifs, jamais blessants. Voilà, ça c'est la première rencontre avec Amandin. Et puis j'en profite juste, si vous me permettez, de faire une toute petite remarque parce qu'elle est assez importante dans la construction du livre. C'est-à-dire qu'une grande partie de ce que le narrateur va raconter, en fait, il ne l'a pas vécu. C'est-à-dire que là aussi, ça montre la complicité qu'il a avec sa fille, puisque pour raconter ça, il a bien fallu que quelqu'un le lui raconte aussi. Et c'est sa fille qui lui raconte, donc il sert un peu de relais aussi, de courroie de transmission presque entre ce que peut vivre sa fille et nous qui avons accès au texte. Voilà pour Amanda, rapidement. Et je me germanise un petit peu plus. Je vais lire un extrait parce que je l'avais souligné, qui parle aussi d'Amandin et qui donne aussi un angle aussi sur ce que vous en pensez. Je vous lis. De retour au lit, j'ai pensé à Amandin, couché certes sur le sol dur de sa grotte et blotti sous sa couverture rouge, mais apaisé peut-être dans sa solitude. Amandin, imperméable au monde, comme un corps isolé sur la planète, jouissant d'un plaisir rare, n'être relié à rien ni à personne. Une grotte à soi. Si cela n'avait pas été indécent, je l'aurais presque envié. Il y a quelque chose quand même qui traduit cette notion de liberté, cette notion d'indépendance, cette notion d'absence de lien avec autrui. J'ai trouvé ça à la fois beau, touchant et humble finalement, et modeste, et de l'avoir dit, de l'avoir écrit, parce qu'on pourrait aussi en effet envier un SDF, mais en même temps, ça paraît totalement indécent. Et je trouve que de l'avoir écrit noir sur blanc, je trouve que ça donne une humanité encore plus forte à ce personnage et à votre écriture. Mais heureusement que vous avez lu la dernière phrase, parce que si elle n'était Oui. pas là, ça serait problématique. Ouais. C'est ça. Et vous n'avez pas répondu à la question de Gabriella pour savoir si Alors, Amandin. en fait, non, mais je peux y répondre parce que mais je vais essayer de faire vite. Mais je me suis occupé pendant pas mal d'années avec d'autres personnes d'une galerie à Lausanne où on exposait des jeunes artistes et puis aussi des artistes d'art brut ou de ce que Dubuffet appelait la nouvelle invention. Et puis à cette occasion, bon, j'ai rencontré beaucoup de monde, visité beaucoup d'ateliers, découvert beaucoup d'artistes bruts aussi. Et puis à un moment donné, j'allais voir, mais ça, on l'a jamais exposé parce que je voulais, enfin, notre but n'était pas de faire de l'argent. Enfin, c'était une galerie qui était très peu. Enfin, on donnait des choses, on en vendait, mais c'était pas une option très commerciale, en tout cas pas avec les artistes d'art brut. Et puis, j'avais été mis en contact avec un artiste qui habitait à B, qui s'appelait Benjamin Bonjour, qui avait eu qui avait, voilà, qui avait une grosse déficience mentale et qui faisait des dessins et les petites descriptions que je fais des dessins, le Leporello, tout ça, avec ses couleurs très vives, avec ce qui est représenté. Alors, j'étais complètement influencé par les dessins de ce Benjamin Bonjour, qui en plus créait
dans une sorte de joie, c'est-à-dire que encore une fois, si la folie, enfin, voilà, il faut pas dire des bêtises, il faut rien romantiser, la folie est toujours douleur, mais le moment de la création, par contre, est un moment joyeux, et un moment qui n'appartient qu'à eux, et qui, pour beaucoup d'artistes d'art brut, est véritablement un moment qu'on peut fortement leur envier. Et je l'ai vu souvent faire ces dessins, et c'était de ces dessins dont là j'avais envie de parler. Puis maintenant, le personnage tel qu'il est un petit peu décrit ici, alors ça, c'est vrai que bon, voilà, il se trouve que je suis passablement à Paris et il a disparu, ce personnage-là, mais c'est un personnage que je croisais dans une rue régulièrement et qui avait cette espèce d'aura pour moi assez fantastique, cette espèce de puissance aussi, non pas de pouvoir, quoi, parce que la puissance, c'est le contraire du pouvoir, mais une espèce de puissance très forte qu'on avait l'impression qu'il était dans une sorte d'autosuffisance absolue. C'était quelqu'un qui faisait jamais l'aumône. Et voilà, donc ça a été un peu un mix de ces deux, enfin, les dessins pour Benjamin Bonjour et ce personnage que je croisais qui a disparu, et c'est pour ça aussi que peut-être je le fais disparaître dans le livre. Très bien. Anne, c'est à toi et après on enchaînera avec la lecture de l'extrait de Gabriella. Bonsoir. Alors oui, j'ai une question pour Gabriella. J'ai beaucoup aimé votre livre. J'ai beaucoup été intéressée par le fait que dans ces messages, dans ces, oh mince, qu'on appelle ça, télégrammes, le père signe en disant le père de tes enfants ou ton mari, comme s'il voulait remettre les choses à leur place, alors qu'en fait, il sème le chaos dans la vie de cet enfant. Mais justement, la souffrance d'Hilaria, on la sent très présente, surtout à la fin. Vous avez parlé d'économie de mots. Il y a une phrase où, à un moment donné, elle dit, je me suis annulée en parlant d'elle. Ça m'a, mais tellement bouleversée. La question que je voudrais vous poser, qui est peut-être un peu idiote, et je veux pas, je sais qu'il y a une partie autobiographique, c'est comment, finalement, on laisse ces deux personnes, à la fin du roman, je n'en dirai pas plus, mais est-ce qu'Hilaria, elle est privée ainsi de sa sœur, de sa mère pendant 2 ans, mais avec aussi l'opportunité de découvrir une autre langue, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même tout le problème de la langue aussi, avec toutes les rencontres qu'elle a pu faire de quelques figures féminines très fortes et qui l'ont finalement aussi un peu construit, peut-être aidé à désobéir. Est-ce que finalement vous avez imaginé ce qu'elle devient, Hilaria? Et je, Ou vous la laissez comme ça? et je vais Enfin, lire je le sais pas, passage en question. Je lis le passage en question, comme ça on a un peu plus de matière aussi. oui. Je ne sens plus rien, plus de vue, plus de son. Mon corps est derrière une vitre, imprenable. Le monde peut tourner. Je n'existe plus. Je me suis annulé. Votre question, c'est est-ce que j'ai imaginé ce que devient Hilaria? Oui. Est-ce que ça restera toujours une souffrance ou est-ce qu'elle s'est construite et finalement, est-ce qu'elle a pu absorber toutes ces expériences comme une force, comme une richesse? Moi, j'ai envie de savoir ce qu'elle devient. Ben, en fait, c'est je sais pas qui enfin où j'ai entendu ça, mais quand est-ce que vous savez qu'un texte il est fini? Et je me suis imaginé répondre à cette question et en fait c'est quand je sais que je peux en écrire je peux écrire le suivant. Et je sais pas si ça sera enfin cette Hilaria, je pense qu'elle s'est construite avec toute cette expérience, autant l'ombre que la lumière, en fait, et le fait de vivre derrière une vitre, y compris, enfin, y compris la vitre. Euh, donc, mais, mais les rencontres qu'elle fait au fil de ce voyage, euh, vont être sont vitales pour elle en fait. C'est là où elle trouve de l'oxygène en fait. C'est une enfant qui est aussi curieuse, donc elle veut
elle a soif du monde parce elle a cet habitacle enfumé avec ce père. Il y a une certaine enfin, il y a une certaine pauvreté relationnelle en fait. Donc, ces personnes ont une importance. Je pense à Nini, mais aussi à Isabelle, à Nini, cette femme, cette paysanne qui lui apprend à toucher le monde, qui lui apprend à utiliser ses mains. C'est des personnages enfin, qu'on peut nommer secondaires, mais qui en réalité sont très, très importants. Alors, on va prendre une petite photo de groupe comme on en a l'habitude. Voilà, préparez-vous. Attention. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Et Gabriella, j'allais vous appeler Hilaria, évidemment. Il fallait bien que ça arrive. Gabriella, c'est à vous pour pour un extrait d'Hilaria ou la conquête de la désobéissance. Ben, moi, j'ai envie de désobéir, justement. Ah, et bien voilà, Non, allons-y. non, je ne sais pas si c'est possible, mais en fait, vous nous avez demandé de préparer un texte, enfin, de penser à un texte qui a été très important pour nous, un livre. Un auteur méconnu ou un Ouais. livre méconnu, en effet. Et alors, moi, c'est pas un auteur qui est méconnu, mais j'ai envie de lire un morceau de son texte parce que, enfin, en ce qui concerne l'économie des mots, je trouve pour moi, c'est un exemple absolu. C'est Gerasim Lucas, Héros Limite, Très bien, et voilà. Donc, j'y vais, d'accord? parfait. Je peux enfreindre la règle. C'est bon. Et de toute façon, dans tous les cas, je vais lire un passage de votre livre aussi. Gabriella, tant pis. Voilà. D'accord. Non, mais je peux lire aussi après. Mais, Allez-y. Allez-y. alors, Gerasim Lucas, c'est un poème là qu'il a écrit qui s'appelle La fin du monde. Je te flore, tu me faunes. Je te peau, je te porte et te fenêtre. Tu m'osses, tu m'océan, tu m'audaces, tu me météorites. Je te clé d'or, je t'extraordinaire, tu me paroxysme. Tu me paroxysme et me paradoxe. Je te clavecin. Tu me silencieusement. Tu me miroir. Je te montre. Tu me mirage. Tu m'oasis. Tu m'oiseau. Tu m'insectes. Tu me cataractes. Je te lune. Tu me nuage. Tu me marée haute. Je te transparente. Tu me pénombre. Tu me translucide. Tu me château vide et me labyrinthe. Tu me parallaxes et me paraboles. Tu me debout et couché, tu m'obliques. Je t'équinoxe, je te poète, tu me danses. Je te particulier, tu me perpendiculaire et sous-pente. Tu me visible, tu me silhouette, tu m'infiniment. Tu m'indivisible, tu m'ironies. Je te fragile, je t'ardente, je te phonétiquement, tu me hiéroglyphe. Tu m'espaces, tu me cascades, je te cascade, à mon tour, mais toi, tu me fluides. Voilà. Incroyable. Ça se passe de commentaires. Je ne connaissais pas. Je trouve ça assez incroyable. Tu me hiéroglyphes. Je la garderai en mémoire. Ah ouais, non, c'est un poème d'amour que je trouve incroyable, vraiment. Je vous lis juste ce bout parce que vraiment, c'est incroyable. Parce que je pense, enfin, comme Michel, tout à l'heure, tu disais écrire sur le bonheur, ça peut paraître un peu et là, écrire un poème d'amour, enfin, c'est une difficulté, mais et Gerasim Luka, là, il dit, je te narine, je te chevelure, je te hanche, tu me hantes, je te poitrine, je buste ta poitrine, puis te visage, je te corsage, tu m'odeurs, tu me vertiges, tu glisses, je te cuisse, je te caresse, je te frissonne,
tu m'enjambes, tu m'insupportable, je t'amazone, je te gorge, je te ventre, je te jupe, je te jartelle, je te bats, je te barre. Oui, je te barre pour clavecin, sein et flûte. Vous avez Bon, bien fait de désobéir, Gabriella. Parfois, ça paye. Voilà. D'ailleurs, dans votre ouvrage, Gabriella, il y a plusieurs pages blanches. Je crois qu'il y en a à peu près trois. Je ne sais pas si elles sont volontaires ou pas, mais ça arrive toujours à des moments extrêmement puissants, clés. On fait ça souvent en poésie où il y a beaucoup de pages blanches, beaucoup de morceaux où on peut écrire pour que le lecteur puisse écrire. Est-ce que c'est aussi votre désir? Ces pages blanches, qu'est-ce qu'elles représentent? Est-ce que c'est le silence? Est-ce que c'est le flou? Est-ce que c'est... on a l'impression que c'est comme une sorte de soleil qui scintille et qu'il y ait une longue pause finalement dans le récit. Est-ce que j'ai bien vu? Au contraire, est-ce que j'ai été aveuglé par l'éclipse de la plage blanche? non, non, enfin, je fais très, très attention à tous ces blancs, à tous ces... Pour moi, c'est vital, en fait. C'est comme si... C'est, c'est une façon de de laisser vraiment de la place aux lectrices et aux lecteurs d'encaisser en fait ce qui est en train d'écrire, enfin enfin euh, d'écrire la suite, mais aussi de faire une pause en fait, parce que bah là par exemple je tombe sur des pages qui sont vraiment minimum et c'est la page 79. Hilaria voulait souhaiter un joyeux Noël, stop. Et en fait, c'est un mensonge absolu. Enfin, enfin, souvent, il utilise sa fille en disant, voilà, elle voulait vous parler, elle est vraiment un objet. Enfin, et, et, euh, et cet espace blanc, c'est une façon de laisser les choses tomber comme un caillou qui tombe au fond de l'eau et pour laisser l'espace aussi voilà, au lecteur de continuer. Ça me permet aussi des fois de faire passer du temps, enfin de, ouais, de faire passer du temps enfin, très concrètement. Très bien. Alors, Michel Gabriella a mis la barotte sur son recueil, son auteur inconnu. Qui avez-vous choisi, Michel? Oui, mais c'est quand même un auteur très connu, hein, Et oui, il est très connu. Et d'ailleurs, pour lui rendre hommage, il y a les éditions Zoé, basées à Genève, là, voilà, dont on fait partie. Mais il y a un éditeur qui s'appelle Alain Berset, qui a créé une maison d'édition qui s'appelle Héros Limite. Et il publie des magnifiques textes, enfin voilà, dont un très beau texte de David Busk, qui publie normalement chez Verdier, de poésie, qui vient de sortir. Donc si vous connaissez pas Héros Limite, aussi le livre, bien sûr, mais aussi la maison d'édition, ça vaut la peine. Ouais, l'auteur, alors c'est toujours compliqué ces histoires de connu, pas connu, etc. Parce que c'est à la fois quelqu'un qui a été distingué, c'est quelqu'un qui a gagné des prix aussi, mais c'est quelqu'un qui est très 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 peu lu, auquel je pensais. C'est un écrivain qui est très éloigné dans le style de ce que je peux faire, quoi. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec Claude Simon. C'est Jean-Marc Levet. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Jean-Marc Levet. Mais c'est encore une de ses œuvres, comme le casque, radicale. C'est-à-dire qu'il faut passer un pacte en tant que lecteur, lectrice avec lui. Enfin, on passe toujours un pacte quand on va lire un livre, mais ici, il est assez fort, c'est-à-dire accepter qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire, qu'il n'y ait pas d'intrigue, qu'il n'y ait pas du tout de psychologie. C'est une écriture presque immersive, comme ça, avec vraiment un gros risque de noyade, parce qu'on est vraiment dans une langue. Enfin, il faut que je me fasse bien comprendre, mais qui est totalement idiote, mais idiote dans le sens grec du terme, quoi, c'est-à-dire singulière, qui ressemble à aucune autre. Et notamment, il a publié ses premiers livres, parce qu'il doit avoir bientôt 80 ans, je pense. Il a publié ses premiers livres chez Gallimard. Il en a eu trois, mais ça marchait pas du tout. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours vendu peu de livres, mais ensuite il a été repris par Zoé, justement. Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout dans une écriture minimaliste, au contraire, on serait dans une écriture
après, j'ai presque envie de dire baroque. Je ne sais pas si ce mot veut dire grand-chose, mais un baroque très raffiné serait plus un baroque à la Borromini qu'un baroque à la Berlin. Euh, et puis voilà, enfin, j'en ai beaucoup de ces livres. C'est un peu, voilà. Je dis juste un titre d'un de ces livres. Je ne sais pas qui oserait aujourd'hui publier un livre de 400 pages qui s'appelle Aucun de mes os ne sera troué pour servir de flûte enchantée. Aucun de mes os ne sera trouvé pour servir de flûte enchantée. C'est quand même tout un programme. Et en fait, il réussit à faire ce qui pour moi est l'essence même peut-être de la poésie, c'est-à-dire de continuellement de faire se rencontrer des mots qui ne se sont jamais rencontrés. Alors voilà, c'est pas une lecture facile, Levet, c'est même assez exigeant. On entre, il y a un autre auteur de chez Zoé qui s'appelle Jérôme Mézot, mais qui est aussi un prof d'uni, qui a écrit un essai sur lui, qui a un très beau titre, ça s'appelle le toboggan des images. Et je trouve que c'est une métaphore qui résume bien le fait. C'est-à-dire qu'on on va de vision en vision, d'image en image. Voilà, c'est une expérience de lecture assez radicale qu'on peut, voilà, que je vous invite à faire. Très bien, très bon choix aussi. Je pense que les lecteurs français, je suis pas sûr je pense pas, ne connaissent pas en tout cas cet auteur. Juste une petite parenthèse, Vertical avait essayé à un moment donné, c'était en 1998, je crois, c'était Yves Pagès, le directeur qui était complètement fan de Lovey. Ils avaient republié, je crois, ce livre-là d'ailleurs, un titre, mais ça s'était arrêté là aussi. Je crois que, bon, voilà, il faut admettre qu'il y a peut-être des grands auteurs qui auront toujours un public très restreint. Oui. Je vais vous citer, je vais citer une phrase du livre de Michel parce que je pense qu'elle s'applique à vos deux ouvrages et vous allez me répondre puisque c'est une question presque. Vient un jour où les questions qui alourdissent l'enfance passent à la trappe. Est-ce que finalement, pour tous les deux, cette question de l'enfance, des souvenirs, est-ce que ça passe véritablement à la trappe? Est-ce que il y a un moment charnière où un déclic se passe et que cette enfance-là, finalement, est enterrée ou en tout cas ensevelie sous une telle profondeur qu'elle n'existe plus ou en tout cas qu'elle ne se manifeste plus dans notre esprit? Alors, je réponds immédiatement, non, non, non. Moi, enfin, non. Pour moi, enfin, l'enfance, elle est là. Enfin, pour moi, elle est là à fleur de peau. Enfin, ma mère vient de mourir. Et je, j'ai l'impression d'entrer dans un nouveau cycle d'enfance, de remémoration beaucoup plus précise, de souvenirs avec elle. Euh, Ça ouvre un nouveau champ à cette enfance. Euh, enfin, pour moi, elle est très là, l'enfance, tout le temps, toujours. Voilà. Alors, Pardon, pardon, je vous dis ça comme ça, mais c'est parce que ça me... Et on vous remercie d'avoir honoré cette rencontre malgré cela. Non, mais merci à vous. Michel. ben, bon, dans la phrase que vous citez, il y a le fait de se débarrasser de ce qui alourdit l'existence, hein, alourdit l'existence de l'enfant, enfin, dans l'enfance, qui alourdit l'existence à un moment donné, quoi, tout au long de sa vie. Alors oui, l'enfance, elle est bien sûr, elle est toujours là, mais peut-être, moi, je crois quand même que il y a des possibilités, mais évidemment, ça sera différent pour chacun et chacune, mais voilà, on est là avec des peurs liées à cette enfance, et puis à un moment donné, il y a une façon peut-être de vaincre ces peurs, et peut-être de les vaincre, c'est une manière de s'en débarrasser. Il y a une deuxième phrase de l'ouvrage de Michel. Alors là, pour le coup, je suis vraiment très germanophile maintenant. Euh, c'est la dernière phrase du livre, mais qui ne dévoile rien en réalité, ne vous inquiétez pas. Même voilé, il est bon que la vérité soit dite. Finalement, dans l'ouvrage de Gabriella, alors vous comprendrez quand vous lirez l'ouvrage de Michel, évidemment, mais pour Hilaria, cette vérité, est-ce qu'elle aurait pu être trafiquée pour un enfant, pour une enfant de 8 ans, finalement? Est-ce que cet enfant se rend compte véritablement de ce qu'elle a vécu comme danger ou comme potentiel danger? Est-ce que cette vérité, même voilée, doit être dévoilée?
Hmm. Est-ce que vous avez hésité par rapport au récit finalement à ce que est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à cela? Est-ce que Hilaria soit consciente totalement ou pas de la situation? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé peut-être ou pas pendant l'écriture? De la De la qu'elle soit gravité de la con- situation ou pas finalement? Hmm. Euh, on ne sait pas finalement si Hilaria est consciente ou pas de ce qu'elle est en train de vivre. J'ai eu un doute. Je ne l'ai pas senti extrêmement. Je l'ai senti concernée, bien entendu, mais est-ce qu'elle est véritablement, est-ce qu'elle a compris totalement ce qu'il se passait dans cette voiture? Les enjeux et peut-être les traumatismes futurs. je, voyez, avec cette histoire de vérité, enfin, c'est une question qui comment dire, qui m'habite, enfin, qui me préoccupe beaucoup. Et en écrivant ce texte, ça a été très présent. Moi, je pense que la vérité, c'est un espèce de rhizome, en fait. Il, euh, il y a de multiples vérités. Enfin, on va dire, le mot vérité crée mille petites racines. Et, et là, en choisissant de l'écrire par le regard de cet enfant, euh, c'était c'est une façon Se protéger? de laisser ouvert, en fait, de laisser ouverte cette vérité. Je pense qu'elle se rend compte, il y a certains moments où elle se rend compte que les choses vont, elle est sur ses gardes, elle se rend compte en tout cas que son père est très dysfonctionnant. Elle reste sur ses gardes, elle arrête de finir ses phrases, et puis le passage que vous avez lu tout à l'heure où elle s'annule, ça c'est une conséquence de tout ce qu'elle a encaissé. Mais ce qui m'intéressait dans la voix de cet enfant, c'est que c'est pas un enfant, ça fait pas de la psychologie. Euh, et que du coup, euh, comme c'est aux lecteurs et aux lectrices enfin pas de prendre ce rôle-là, mais en tout cas, il y a de la place pour l'autre pour s'imaginer les effets de ces actes, en fait. Vous voyez? Je sais pas si je suis claire, mais Oui, très clair. Très clair. Clair. donc voilà. Très bien. Alors, il reste deux questions. La prochaine, c'est celle du futur. Tout à l'heure, Michel était plutôt d'humeur optimiste. Pour le futur, je vous ai posé cette question que je pose de manière récurrente à chaque auteur. Comment vous imaginez l'avenir en 2074, dans 50 ans? Comment voyez-vous les sociétés qui sont en train de vaciller et qui vacillent peut-être depuis longtemps pour vous? Mais en tout cas, comment imaginez-vous ce futur-là? Iria, tu veux commencer? Vas-y, vas-y. Quand j'ai vu cette question, je me suis dit que 50 ans, c'est pas assez lointain, quoi. C'est-à-dire que c'est trop tôt pour qu'il y ait une mutation. Je pense que peut-être un jour, il y aura une mutation, il y aura une table rase qui sera faite du monde tel, tel qu'il existe aujourd'hui. Mais moi, je crains que dans 50 ans, on soit dans une société qui soit très proche de celle qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire que on continuera avec, surtout pour le pire, quoi, peut-être aussi pour des bonnes choses, mais surtout pour le pire, c'est-à-dire que, pour faire très vite, quoi, je pense que l'écocide qu'on a mis en place va se poursuivre, que la destruction des terres arables et des millions d'hectares de forêt va se poursuivre, que la toxicité des produits utilisés, tous les produits phytosanitaires qu'on utilise va se poursuivre, que cette aberration agricole dans laquelle on est va se poursuivre. Juste pour, j'ai encore tombé il y a pas très longtemps sur le fait qu'il y a 2000 animaux qui sont tués chaque seconde. Donc le fait le temps de prononcer cette phrase, ça fait 10 000 animaux qu'on a supprimés, à qui on donne à manger des terres arables. On fait
on fait cultiver des choses pour nourrir ces animaux, alors même on va plus réussir à nourrir tout le monde. Enfin bref, je pense on est tout le temps, on sera toujours pris dans cette production-consommation totalement effrénée, que l'utilisation des énergies fossiles va se poursuivre, la nucléarisation va se poursuivre. Donc en fait, je vois pas de grosse différence. Je pense que ce sera comme maintenant. Comme maintenant, on a accéléré. Mais par contre, si vous aviez dit comment j'envisageais les choses dans 500 ans, alors là, ça ouvre la porte à beaucoup plus de choses parce que ce mode-là, pour l'être humain, il est pas tenable. Et donc, à un moment donné, on sait que les grands changements sont possibles seulement quand il y a certains cataclysmes qui se produisent. Et je pense que dans 50 ans, il n'y en aura pas encore. Ah, c'est Donc, intéressant parce que beaucoup d'auteurs, justement, disent l'inverse. Trouvent que 50 ans, dans 50 ans, c'est déjà beaucoup trop loin, beaucoup ouais. trop lointain. Vous êtes le premier, Michel, à trouver que ce n'est pas assez. Donc, je note pour les prochaines fois. Gabriella. Eh ben, moi, je dois admettre que cette question, j'arrive Désobéissance. pas. Ouais, je désobéis. Je, je- j'ai du mal à, à y répondre. Je, je pense que tout va très très mal se passer. J'ai peur de vraiment. Enfin, je crois pas que ça soit très intéressant ce que j'ai à te dire, à part que je pense que ça va que je pense que si il n'y a pas de la place pour des narratifs autres que ceux détenus par les personnes qui sont assises au pouvoir dans des postes clés, en tout cas, eh ben, enfin, ça va très mal se passer. Enfin, c'est pas très- je suis désolée, ma réponse est un peu, je, C'est une j'ai- réponse. C'est une réponse. Alors, ma dernière question étant sur ce qu'il advient de vos projets actuels et futurs, parce que j'ai eu la chance de lire vos deux romans et évidemment, maintenant, j'ai envie d'en lire les suivants. Désolé pour ceux qui ne les ont pas encore lus, mais il faut y aller très rapidement. Et j'aimerais savoir, notamment pour Gabriella, parce que Anna est peut-être la figure qui termine le livre ou presque. Est-ce que c'est une piste? Est-ce que je lis entre les lignes? Est-ce que c'est la future héroïne, entre guillemets, de votre projet? Et pour Michel, qui a déjà écrit bon nombre de livres, est-ce que vous êtes déjà sur un projet différent? Est-ce que la paternité va encore être présente dans ce que vous allez écrire? Vous le faites tellement bien donc, qu'on a envie de dire oui. J'aimerais savoir ce qu'il advient de vos projets actuels. Bon, c'est toujours non, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est quand même aussi, j'ai parlé de nécessité tout au début de cette rencontre, là, de l'écriture, mais c'est aussi peut-être un peu un vice, hein, l'écriture. C'est-à-dire que là c'est un petit peu reparti là pour moi. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai plein de choses comme ça qui se passe dans ma tête. J'ai commencé à écrire des choses. Ce que je sais, c'est que c'est toujours. Je crois que c'est Truffaut qui disait qu'il aimait bien faire un film contre un autre. Moi, je suis assez dans cette logique, mais je choisis pas, ça se passe comme ça. D'un livre, le livre qui suit est toujours un peu contre l'autre, c'est-à-dire c'est différent. Justement, je parlais de La vie de sous terre, après il y a eu Ce sang silqué, des histoires de famille, Les vies de Chevrolet, on est de nouveau dans tout à fait autre chose. Les deux filles. Et puis maintenant, j'ai un projet. Alors, je vais juste en dire un mot. Ce serait de faire quelque chose qui, je crois, ne se fait pour ainsi dire pas tout à fait pas, mais de faire un remake d'un texte. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un petit lien avec la Suisse ou... Sur ce remake, il y a un petit lien avec la Suisse. Ouais. Ok, très bien. Alors, on attendra. Ouais. Gabriella. Euh, moi, pour l'instant, je suis un peu, enfin, je collecte des idées, je, je pense savoir ce sur quoi je veux écrire, mais je suis en phase je butine. Je butine
la mémoire et ce qui m'entoure. Et voilà, c'est pas très clair encore. Très bien. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de la couverture de cette photo-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait trois photos. Celle-ci, qui Mm. est sur la photo? Alors, je n'ai pas l'impression que c'est une enfant de 8 ans. Euh, Non, qui est, qui est? C'est pourquoi ce choix alors? non, en fait, cette photo est cet endroit est derrière, on voit peut-être pas très bien, mais c'est un bâtiment et c'est une école. Et ces bars sont les bars sur lesquels Hilary a fait le cochon pendu au départ du texte. Et cette femme, j'ai aucune idée de qui est cette femme, mais euh, comme ça, avec cette robe blanche, enfin, je trouvais qu'il y avait une qualité à cette image qui me rappelait beaucoup les années 80, comme ça. Et je la voyais comme la figure de la mère en réalité, qui est comme un espèce de fantôme dans tout le texte. Elle est présente mais absente et c'est comme si elle a cette femme de dos à côté de ces bars où Hilaria faisait le cochon pendu. Voilà, ça m'a paru bien. C'est vrai qu'on entend la voix de la mère uniquement à la fin. Elle est extrêmement, elle est là en filigrane, mais c'est vrai que vous ne lui donnez pas du tout la parole, ou presque, dans Mm. tout le récit. Mhm. Michel, quant à vous, alors c'est une photographie, ce n'est pas, c'est une photographie d'une illustratrice, Sarah Karp, La femme au foulard, en 2015. Justement, pourquoi vous avez fait ce choix-là et de ne pas avoir montré finalement la dualité? Alors j'imagine que c'est en lien évidemment avec l'éditrice, avec Caroline Oui. Écouteux. Bon, cette image, c'était une des trois images possibles. Il y avait trois images que j'avais proposées aux éditions Zoé. Sur les deux autres images, enfin sur l'autre image, on voyait deux personnes comme ça. Et puis là, bon, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que bon, il y a le lac quand même, c'est-à-dire que le Léman est présent dans le livre aussi. On est beaucoup en France, mais on est aussi un peu en Suisse et notamment au bord du Léman. Et puis ce foulard, j'aimais bien parce que bon, voilà, on voit pas la tête de. Ça peut être Célène, ça peut être Olga, on peut ça représenter comme on veut. Et dans le fond, il y a quelque chose d'assez joyeux dans ce foulard qui part comme ça, mais peut-être aussi, et c'est un point qu'on n'a pas abordé parce que voilà, mais dans le livre, il y a beaucoup de bonheur, mais il y a beaucoup de tragédie aussi. Et ce foulard, pour moi, c'est comme si il pourrait presque serrer cette gorge, enfin ce cou, il pourrait la. Voilà, il aurait presque un pouvoir aussi mortifère d'une certaine manière. Enfin, je voyais un peu cette ambiguïté, mais voilà, je suis peut-être le seul à la voir, c'est pas grave, mais voilà. Et au-delà de ça, je trouve que c'est une belle image. Mais Une ouais. très belle image. Ouais. Merci infiniment à tous les deux. J'ai été ravi d'animer cette rencontre avec vous et parler de ces deux romans. Je les remontre. Deux filles de Michel Laya et Hilaria Gabriela Zalapi aux éditions Zoé. Merci, Merci infiniment à merci tous les pour deux. votre invitation. C'était un Oui, merci beaucoup, hein, c'était un plaisir. Et merci à tous les gens qui sont là. On aurait Oui, beaucoup. Ce serait oui, parce passionnant qu'on de ne vous a pas entendu, mais faire encore une heure et puis d'entendre toutes vos questions. oui, si vous en avez. Enfin, Si je vous en sais pas. avez, c'est le moment. C'est le moment. J'ai l'impression. Mais, mais bon, ça fait déjà presque 2 heures, hein. C'est ça, c'est ça. D'accord. Bon. Merci infiniment à tous les deux, Gabriela et Michel, Merci et à vous. très longue vie à vos deux ouvrages pour cette rentrée littéraire, qui n'est pas encore terminée. Merci. Au Merci. revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.